Une femme a été retrouvée morte dans son propre appartement, mais la police n'a pas pu trouver de indice. Lorsque l'affaire est devenue connue dans toute la ville, ils ont reçu un tuyau d'un témoin qui a bouleversé l'enquête et finalement conduit à la vérité. En conséquence, l'affaire est devenue l'une des plus discutées du pays, car personne n'aurait pu s'attendre à une telle horreur. Shona Tiafe est née le 13 mars 1966 à Salt Lake City, aux États-Unis. C'était une femme joyeuse et énergique, membre de l'équipe de cheerleading de l'école, et elle avait beaucoup d'amis. Après avoir terminé ses études, Shona a travaillé pendant un certain temps dans son état natal, mais à l'âge de 29 ans, elle a décidé de déménager à Las Vegas. Elle aimait le rythme vibrant de la ville, qui offrait beaucoup plus d'opportunités pour gagner de l'argent. Après son déménagement, Shona a travaillé comme vendeuse de cosmétiques dans plusieurs entreprises d'élite, mais en 2001, elle a décidé de devenir serveuse au Palm Casino. À cette époque, l'établissement venait d'ouvrir, mais il est rapidement devenu l'un des casinos les plus populaires de Vegas. C'est à ce poste que Shona a rencontré son futur mari, George. Ils visitaient souvent le casino, et une romance s'est rapidement développée entre eux. Un an après leur rencontre, le couple a eu une fille, Madison. Quelques années plus tard, ils se sont officiellement mariés. Il semblait que cette famille avait un avenir heureux et insouciant devant elle. George travaillait comme pompier, prêtait beaucoup d'attention à sa femme et à sa fille, et prenait toujours soin d'elle. Shona travaillait au casino, gagnant un salaire assez décent. Mais en 2008, leur relation a commencé à se détériorer. En raison de la crise financière, George a perdu une partie importante de ses économies, qui étaient investies dans l'immobilier. Sur cette base, il est devenu nerveux et irritable, déversant de plus en plus sa colère sur sa femme et sa fille. Finalement, la femme a décidé qu'ils devraient vivre séparément pendant un certain temps et a emménagé dans son propre appartement. Le couple a consulté un psychologue familial, mais aucune amélioration n'a été observée dans leur relation, et ils ont de plus en plus évoqué le divorce. Un autre coup dur pour Shona a été le cambriolage de son appartement. Alors qu'elle était au travail, plusieurs objets de valeur ont été volés chez elle, y compris sa bague de fiançailles. Mais un détail étrange et distinct était que le voleur a également pris sa culotte, laissant des sous-vêtements masculins dans l'appartement. La femme a signalé l'incident à la police, mais ils n'ont pas pu identifier le coupable. Le matin du 29 septembre 2012, 3 semaines après l'incident, George a récupéré sa fille chez sa grand-mère et s'est rendu à l'appartement de Shona pour récupérer certaines affaires de la fille. Ils continuaient à partager la garde de leur fille et elle devait passer quelques jours avec lui. En approchant de l'appartement, ils ont vu que la porte du garage était ouverte. Lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement, ils ont été confrontés à une vue macabre. Shona était allongée par terre, du sang partout. Sa fille de 8 ans a été témoin de cette scène horrible. George a immédiatement appelé la police et a signalé ce qui s'était passé. L'opérateur du 911 leur a demandé de sortir avec la femme et d'attendre les agents à l'extérieur. Les enquêteurs ont commencé à étudier la scène du crime et ont déterminé que Shona avait probablement été agressée près de l'escalier au 2e étage de l'appartement. La maison était en chaos complet, de nombreuses choses étaient éparpillées et cassées, indiquant une lutte entre la victime et l'agresseur. Les experts médicaux ont constaté des blessures graves sur le corps de Shona et ont initialement pensé que sa mort pourrait avoir été causée par une blessure par balle. Cependant, ils ont vite réalisé que toutes ces blessures avaient été infligées par un objet contondant lourd, très probablement un marteau. Après avoir interrogé les voisins, la police a reçu 2 pistes entre 3h30 et 4h00 du matin. L'un des résidents du même immeuble a entendu du bruit provenant de l'appartement de la femme. Il n'y a pas prêté beaucoup d'attention car il savait que Shona rentrait du travail à ce moment-là. Un autre voisin a trouvé son téléphone, des documents et des cosmétiques dans une rue voisine, ce qui indiquait que le coupable les avait soit intentionnellement jetés en fuyant l'appartement, soit les avait accidentellement laissés tomber. Les enquêteurs ont reconstitué la chronologie des événements de cette nuit-là. Sur les caméras de surveillance du casino et de son parking, ils ont vu Shona terminer son service et partir pour le parking. Rien sur les images ne laissait entendre que la femme était inquiète ou en danger. Les détectives ont conclu que le tueur était probablement déjà dans son appartement lorsqu'elle est rentrée chez elle. Comme d'habitude, les premières suspicions ont pesé sur son mari George. La police a déjà découvert que le couple se préparait à un divorce. Ils ont également parlé aux amis de Shona et ont appris les problèmes dans leur relation. Tout semblait indiquer qu'il collait vraiment au rôle du meurtrier. Cependant, les détectives ont découvert que l'homme avait un alibi incontestable pour cette nuit-là. Il était en service de 12 heures au service des pompiers. Cela a été confirmé par tous ses collègues et les enregistrements des caméras. Ainsi, la police n'avait pas de piste sérieuse.
Ils ont immédiatement appris que l'appartement de la femme avait été cambriolé 3 semaines auparavant et ont essayé de comprendre s'il y avait un lien entre ces événements. Une version a été développée selon laquelle le cambrioleur aurait pu revenir, mais n'a pas eu le temps de quitter la maison avant l'arrivée de Shona. Une bagarre a éclaté entre eux et il l'a tué. Pendant ce temps, la sœur de la victime a continué de soupçonner George dans ce qui s'était passé. Elle parlait constamment à Shona et connaissait tous les problèmes de leur relation, sa jalousie constante et les scandales. Cependant, son alibi était incontestable. Par conséquent, la police s'est concentrée sur la recherche d'autres indices. Un jour après la découverte du corps, ils ont reçu la première piste sérieuse. À ce moment-là, le nom du meurtrier faisait la une de tous les journaux locaux, attirant l'attention des habitants de Vegas. Un homme qui connaissait un sans-abri appelé Greyhound s'est adressé à la police. Il a raconté à ce témoin qu'il avait tué la femme avec un marteau. Selon cet homme, Greyhound en parlait avec joie et même riait. Étant donné que les détails du meurtre n'avaient pas été divulgués dans les médias, cette piste est devenue cruciale pour les enquêteurs. Ils ont découvert que le témoin vivait dans une tente en périphérie de la ville et se rencontrait souvent avec Greyhound près du magasin Albertson. Ensemble, ils s'y sont rendus et ont commencé à attendre. Très vite, le témoin l'a repéré et a signalé à la police, qui s'est immédiatement approchée du suspect. Lors de la fouille, ils ont trouvé des substances interdites sur lui, ce qui leur a permis d'arrêter Greyhound. Au commissariat, les agents ont découvert que son vrai nom était Noel Stevens. Il avait été plusieurs fois condamné pour de petits vols et la possession de substances diverses. Mais l'homme a nié toute implication dans le meurtre. Les enquêteurs doutaient vraiment de sa culpabilité. Premièrement, il n'avait commis que des infractions mineures, et il était difficile d'imaginer pourquoi ce sans-abri tuerait quelqu'un. Deuxièmement, il vivait pratiquement à l'autre bout de la ville, ce qui rendait le choix de la victime complètement incompréhensible. Il lui aurait fallu plusieurs heures pour se rendre chez Shona, tandis que de nombreuses choses vraiment précieuses dans son appartement étaient intactes, y compris de l'argent. Rien de tout cela n'avait de sens. Cependant, la police a continué à enquêter sur son implication. Ils ont trouvé une tente où vivait Stevens et ont effectué une perquisition. La tente se trouvait en dehors de la ville, dans une zone désertique éloignée. En examinant les environs, les enquêteurs ont découvert plusieurs éléments de preuve significatifs. À seulement quelques mètres de là, ils ont découvert le pantalon et les sous-vêtements du suspect couverts de sang, ainsi qu'une étiquette de marteau. Plus tard, les experts ont déterminé que le sang appartenait à Shona Tiafé. Cependant, l'élément le plus important les attendait au commissariat. En accédant au smartphone de Noël, ils n'ont trouvé qu'un seul contact dans son carnet d'adresses, le numéro de George Tiafé. À ce stade, l'affaire a pris un tournant inattendu. Des conversations avec les amis et les proches de Shona, les enquêteurs ont appris que George était ami avec un sans-abri depuis plusieurs années, à qui il confiait divers travaux domestiques et de jardinage. La femme se plaignait souvent de lui à ses connaissances quand il venait réparer quelque chose. Selon elle, il se comportait étrangement et même de façon effrayante, mais George ne prenait jamais ses inquiétudes au sérieux. Ainsi, les enquêteurs ont trouvé le lien manquant entre le meurtrier et la victime. Mais la question principale demeurait: George était-il impliqué dans cette affaire ou Stevens avait-il choisi la femme comme victime simplement parce qu'il connaissait Shona et son emploi du temps? Avec l'aide de l'étiquette du marteau, la police a découvert quand et où le marteau, qui était très probablement l'arme du meurtre, avait été acheté. En demandant les images des caméras de surveillance, ils ont été choqués de voir Stevens et George Tiafé entrer dans le magasin et acheter le même marteau. À ce moment-là, les enquêteurs ont réalisé que le mari de Shona pourrait effectivement être le cerveau de ce meurtre horrible. Lorsque toutes ces preuves ont été présentées à Stevens, il a finalement décidé d'avouer ce qu'il avait fait. L'homme a admis qu'il avait effectivement tué Shona, mais uniquement sur ordre de son mari. Selon Stevens, George lui a versé $600 pour cela. Ils avaient préparé ce crime pendant plusieurs mois. L'homme a acheté des vêtements sombres pour Stevens et lui a donné un double des clés de l'appartement. 3 semaines avant le meurtre, il a demandé aux sans-abri de pénétrer dans sa maison et de simuler un cambriolage afin que plus tard, la police soit déroutée et mène son enquête dans cette direction. La nuit du meurtre, Stevens s'est à nouveau introduit dans son appartement et a attendu que la femme rentre chez elle. Après son arrivée et alors qu'elle commençait à monter au 2e étage, il est sorti de sa cachette et l'a attaquée. Stevens a déclaré qu'il l'avait frappée à peu près 17 fois, ce qui a fait se casser le marteau. Le tueur a accepté de montrer aux enquêteurs l'endroit, près d'un terrain de camping, où il avait enterré son arme. Avec les aveux de Stevens et une multitude de preuves, la police a inculpé George. Ses proches étaient choqués car il avait toujours été un homme de famille attentionné et aimant qui aidait les gens. En apprenant les accusations, la sœur de George l'a appelé et lui a dit qu'il était soupçonné de meurtre.
Immédiatement après l'appel, il est monté dans son camion pick-up et a essayé de quitter la ville. Cependant, à la sortie, l'homme a heurté une clôture et a dérapé hors de la route. La police arrivée sur les lieux en a conclu qu'il avait délibérément provoqué l'accident dans une tentative de se suicider, car il n'y avait pas de traces de pneus sur le trajet de la voiture. George n'a même pas essayé de freiner, mais a simplement appuyé sur la pédale d'accélérateur. Cependant, il n'a pas réussi dans son objectif, avec des blessures moyennes, l'homme a été emmené à l'hôpital local. 2 jours plus tard, la police l'a informé qu'il était arrêté pour meurtre. La réaction de George était très calme, il a demandé à contacter son avocat et également à lui permettre de prendre une douche et de se brosser les dents. À partir de ce moment-là, le service de police a commencé à préparer le transfert de l'affaire devant un tribunal. 3 mois plus tard, Noel Stevens a accepté de faire une confession complète en échange d'une dispense de peine de mort. George Tiafé a refusé d'admettre sa culpabilité, et le procès contre lui n'a commencé que 3 ans plus tard, en août 2015. Lors des audiences, il n'a pas prononcé un mot, confiant tout le travail à son avocat. Ses proches ont témoigné et ont parlé de la manière dont George n'aurait jamais pu faire une chose pareille à sa femme et ne pouvait pas être impliqué dans son meurtre. Sa défense était basée sur le fait que Stevens avait tué Shona de sa propre initiative et que son mari n'en savait rien. Selon l'avocat, les images des caméras du magasin ne prouvaient rien, elles montraient seulement comment George et Noel achetaient des outils dont ce dernier avait besoin pour les travaux ménagers. L'accusation ne croyait pas en un tel scénario. Au tribunal, ils ont présenté une liste des appels téléphoniques de George, selon laquelle l'homme avait appelé Stevens 87 fois en septembre 2012, dont 5 peu de temps avant le meurtre. En se basant sur le témoignage de Stevens, l'accusation a conclu que l'argent était le mobile du meurtre. George a perdu une part significative de ses économies en raison de la crise, ce qui a fait de Shona le principal soutien financier de la famille. Elle gagnait plus de $100 000 par an, alors que le revenu de George était seulement la moitié de cette somme. Il a réalisé qu'en cas de divorce ou de partage des biens, il se retrouverait sans rien, c'est pourquoi il a décidé de se débarrasser de sa femme. Au début, Stevens ne le croyait pas lorsqu'il parlait du meurtre. Auparavant, ils avaient été amis pendant plusieurs années et Noel avait effectivement réalisé différents travaux dans la maison et sur la propriété moyennant une petite rémunération. Finalement, George lui a offert $5 000 pour tuer sa femme, et il a accepté. Selon son témoignage, l'homme avait prévu de récupérer cet argent auprès d'une compagnie d'assurance après le décès de Shona. Malgré le fait que Stevens ait révélé tous les détails du meurtre et comment lui et George avaient planifié le crime, il y a eu certaines difficultés lors du procès. Les résultats de l'examen médical de Stevens ont été présentés lors de l'audience, montrant que l'homme souffrait souvent d'hallucinations visuelles et auditives et prenait régulièrement des substances interdites puissantes. Il n'a nié aucun de ces points, ce qui a conduit à ce que toutes ses paroles soient remises en question par l'avocat de la défense. En raison de cela, aucun des côtés n'était sûr de l'issue lorsque les jurés ont commencé à délibérer. Cela leur a pris 3 jours. À la fin, George Tiafé a été reconnu coupable de conspiration en vue de commettre un meurtre. Lorsque le juge a prononcé ces mots, George n'a montré aucune émotion. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec 81 années supplémentaires pour les autres chefs d'accusation restants, y compris la conspiration en vue de cambriolage et de vol. Peu de temps après le verdict, George a déposé un appel de 107 pages, dans lequel il a confessé le crime à la 3e personne. Il a écrit que les médicaments sur ordonnance avaient obscurci son esprit, l'empêchant de distinguer le bien du mal. Tout cela l'a conduit à croire que tuer sa femme serait le seul moyen de protéger leur enfant. George a révélé qu'il avait subi une grave blessure plusieurs années avant le meurtre, mais le tribunal n'a pas ordonné d'examen psychologique pour lui. Malgré cela, en 2017, le tribunal a rejeté son appel car il n'y avait aucune raison de douter que son état mental l'empêchait de comprendre clairement ce qui se passait. Depuis l'arrestation de George, leur fille vit avec sa grand-mère maternelle et est activement soutenue par sa sœur Shona. À un moment donné, cette fille a perdu ses 2 parents et a découvert quel monstre était son père. Il l'a délibérément emmenée à l'appartement, sachant à l'avance ce qu'elle verrait. De toute évidence, il l'a fait pour fournir un alibi plus fiable, sans se soucier des conséquences pour la santé mentale de son enfant. Quant à Stevens, il a été condamné à 42 ans de prison. Étant donné que cet homme a passé la majeure partie de sa vie dans la rue, ce serait insensé de considérer une telle peine comme une punition. Donnez votre avis sur cette histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci de l'avoir regardée.